Imaginez un peu, une côte si sauvage, si escarpée, qu'elle est restée quasiment coupée du monde pendant des siècles. Aujourd'hui, on part à la découverte d'un vrai trésor de la Méditerranée française, un endroit où chaque petite crique, chaque rocher raconte une histoire. Une histoire de survie, de richesse et puis de transformation radicale. Voilà la question qui va nous servir de boussole. Pour essayer d'y répondre, on va devoir remonter le temps, ensemble. On va gratter les couches d'histoire qui ont sculpté ce caractère si unique, siècle après siècle. Bien avant les marinas, les restaurants de plage et les parasols, cette côte vivait à un tout autre rythme. Un rythme secret presque, dicté uniquement par la mer et par la terre, bien loin de l'agitation qu'on connaît aujourd'hui. Ce qui est fascinant, quand on regarde ça, c'est la lenteur du temps. Pendant des millénaires, entre les toutes premières traces humaines et l'apparition du nom en Suez, la vie change très peu. Et puis, d'un coup, en 1475, un tournant majeur, la madrague. Attention, ce n'est pas juste de la pêche, c'est le début d'une véritable industrie. Et à peine 2 siècles plus tard, en 1694, ce petit coin perdu intéresse le roi Soleil en personne, qui fait de Méjean un port stratégique pour sa flotte de guerre. Incroyable, non? Alors, la madrague, il faut oublier l'image du petit filet de pêche. C'était un peu l'usine high-tech du XVe siècle, un véritable labyrinthe de filets géants capable de capturer des bancs entiers de thon. C'était ça la source de la richesse locale, un trésor économique si important qu'il était accordé comme un privilège par les seigneurs les plus puissants de la région. Avant la grande révolution des transports, la vie ici, elle reposait sur ce triptyque. La mer, bien sûr, qui offrait le poisson, avec la madrague en vedette, et la terre, même si elle était aride, qui donnait les olives et le vent. C'était un monde qui vivait presque en autarcie, un équilibre quasi parfait entre les habitants et leur environnement. Et puis, tout a changé. Un seul et unique événement va venir tout chambouler et faire entrer ce littoral de plein pied dans la modernité. Il faut vraiment se mettre ça en tête. Pendant des centaines et des centaines d'années, ces calanques étaient des mondes à part, très difficiles d'accès par la terre. C'est cet isolement qui a forgé leur caractère sauvage, qui les a préservés. Et voici l'année charnière, 1915. En pleine Première Guerre mondiale, une révolution de fer et de vapeur débarque. Ce n'est pas juste un train qui arrive, c'est une véritable artère de fer qui vient perforer le cœur de la Côte Bleue. La construction de cette ligne, avec ses viaducs spectaculaires qui défient le vide, c'est une prouesse d'ingénierie absolument folle pour l'époque. Et pour la première fois, ce territoire n'est plus un cul-de-sac. Le monde extérieur peut enfin y accéder, pour le meilleur, comme pour le pire. Le train, il n'a pas seulement apporté des visiteurs, il a apporté une identité. Grâce à cette nouvelle connexion au monde, la population a grandi, l'économie s'est transformée, et logiquement, en 1933, la communauté a pris son indépendance. C'est en quelque sorte l'acte de naissance officiel dans Suez-la-Redonne. Bon, maintenant qu'on a posé le contexte historique, si on partait explorer ces joyaux de la côte une par une, parce que chacune a vraiment sa propre personnalité, sa propre histoire. On commence par la plus ancienne, la plus historique, la madrague de Gignac. Regardez-moi cette transformation. D'un côté, on imagine le bruit, l'agitation d'un centre de pêche quasi industriel au Moyen-Âge. Et de l'autre, aujourd'hui, le calme, le clapotis des voiliers d'un port de plaisance. Le décor est resté le même, mais l'âme du lieu, elle, a été complètement réécrite par le temps. Juste à côté, on trouve une autre calanque, mais avec un destin totalement différent. Un destin qui n'a pas été écrit par la mer cette fois, mais par le rail. La Redonne, c'est vraiment l'enfant du chemin de fer. Imaginez, hier, un simple abri pour les barques de pêcheurs. Et aujourd'hui, grâce à cette gare perchée là-haut, au-dessus de l'eau, elle devient la porte d'entrée de la Côte Bleue. D'un coup, la grande ville, Marseille, n'est plus à des heures de bateau, mais à quelques minutes de train. Allez, on laisse un instant l'histoire humaine de côté pour un lieu où c'est la pierre qui parle, un endroit qui nous raconte une histoire bien plus vieille, une histoire de millions d'années. Ici, l'histoire n'est pas seulement humaine, elle est géologique. Ce qui distingue les anténors, c'est leur aspect brut, presque lunaire. C'est comme un livre de pierre à ciel ouvert qui raconte l'histoire de la mer telle qu'elle était il y a des millions d'années. L'histoire de Méjean, c'est un peu comme une histoire de famille qui se serait séparée. D'un côté, on a le grand Méjean, l'aîné, le port historique, celui qui a vu passer les galères du roi Soleil. Et de l'autre, le petit Méjean, le cadet, né avec le tourisme du XXe siècle et qui regardait arriver les bateaux à vapeur de Marseille. 2 frères, 2 destins, pour un seul et même nom. Mais toute cette histoire, qu'elle soit humaine ou naturelle, ce n'est pas juste un récit du passé. Elle nous impose une véritable responsabilité, ici et maintenant.
Aujourd'hui, le plus grand ennemi de ces lieux, c'est paradoxalement leur propre beauté. Parce qu'ils sont classés sites protégés, ils attirent énormément de monde. Le défi est donc immense. Comment partager ce trésor sans le détruire? Comment accueillir le public sans dénaturer cette âme sauvage qui a réussi à survivre à des siècles d'isolement? Et c'est la question finale que nous laisse cette histoire. De la pêche au thon au Moyen-Âge à la protection environnementale du XXIe siècle, le récit dans Suez la redonne, c'est celui d'une adaptation constante. Et ça nous interroge sur notre propre manière de chérir notre héritage. Comment le faire vivre sans le figer dans le passé et comment le partager sans le détruire.